Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Média Pro qui parle bien sûr de l'actualité audiovisuelle et médiatique. Ce soir, on va rester sur la politique internationale et on va commenter avec images et commentaires avec mon ami Faisal Matawi les élections, l'après les élections législatives en France, mais surtout le duel entre Biden et Trump. Avant de commencer le débat, on regarde ces quelques extraits des chaînes de télévision françaises sur l'après-législative en France et la tension est toujours de mise. Quelle place vous allez faire à toutes ces personnes, notamment celles des quartiers populaires, qui reprochent quand même souvent à la gauche de les utiliser entre deux tours et de jamais leur faire une place véritablement visible? Parce que quand on regarde quand même la photo de famille du nouveau Front populaire, on peut pas dire que les personnes issues de quartiers populaires soient très très visibles. Et pourtant, ce sont celles qui se mobilisent systématiquement, que ce soit pour la France Insoumise ou pour le nouveau Front populaire. Donc est-ce que ces personnes vont perdre ce sentiment d'être instrumentalisées pour collecter des voix et finalement pouvoir être maîtresses de leur destin? D'abord, je veux vous dire que vous avez raison sur ce que vous avez dit sur la première photo de famille du nouveau Front populaire, qui à mon avis... Elle m'a un peu éblouie. Ouais, mais moi aussi. Donc je suis d'accord avec vous. C'est pas une approche racialiste des choses. Non, c'est une approche. Il y avait trop de blancs sur la photo. Non, il n'y avait pas de personne non blanche. Il y avait trop de blancs. Ah, il y avait pas. Ah, c'est une nuance intéressante. Bah oui, c'est intéressant. Non mais vous imaginez quelqu'un qui dirait qu'il y a trop de noirs sur une photo? Non, mais vous l'imaginez? Vous savez, vous vous rendez compte? Non, mais personne n'a dit ça. Mais c'est honteux. Non, c'est pas personne n'a dit ça. Parler d'antiracisme, c'est honteux. Mais c'est du racisme ce que vous faites. Oh, pauvre petit chou. est victime de racisme anti-blanc. Oh là là, je suis sûre que votre vie est absolument torturée par le racisme anti-blanc et que vous avez perdu plein d'opportunités. Oui, ça me choque un peu. Quand j'entends qu'une photo... Vous êtes choqué parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de blancs. Okaya, laissez-le répondre. C'est un langage racialiste. Pauvre petit Charles Consigny, qui pleure du racisme anti-blanc. Dire une photo, ça m'a ébloui, je trouve ça très choquant. C'est terrible. Oh là là. Je vais terminer la phrase. Ce que je veux dire, c'est que c'est important que les personnes qui sont françaises et qui sont non blanches soient représentées. Oui, c'est le juriste qui vous parle. Bah écoutez, portez plainte. Vous pourriez être condamné pour ça. Je vous le dis, c'est un juge indépendant vous condamnerait pour ça. Allez-y, Rokhaya Diallo. Le site internet Mediapart a décidé de décompter le nombre de députés issus de la diversité pour expliquer que l'Assemblée nationale reste blanche et que les rangs du Front populaire abritent le plus de personnes issues de cette diversité. Un décompte scandaleux pour Thomas Ménager, député du Rassemblement national, qui estime que ce décompte selon la couleur de peau est illégal. Diriez-vous que la France Insoumise est un mouvement antidémocratique ? Non, je dis pas ça, et surtout à CNews, vous savez, je pense que vous êtes un des éléments du problème, monsieur. Et aujourd'hui, je pense, parce que vous diffusez à longueur de temps des idées qui s'ouvrent dans les voiles de l'extrême droite. C'est un des adversaires que nous avons qui participe à la caricature, à la trumpisation du débat. C'est un problème. Donc vous savez, quelles que soient les critiques que je peux porter sur la France Insoumise, elles sont peu de choses par rapport aux critiques que je porte à vos médias et au mauvais rôle que vous jouez sur la démocratie française. Voilà Faisal, c'était quelques extraits justement des débats houleux sur les plateaux de télévision, notamment les chaînes d'infos continues en France. Et bien sûr, le débat sur l'immigration est toujours de mise. On a vu un petit peu les réactions des uns et des autres sur la composante de l'Assemblée française. Bien sûr, ça a été aussi sanctionné par l'Arcom puisque CNews a été un petit peu condamné pour un débat sur le terme « l'immigration qui tue ». Oui, 60 000 à 80 000 euros. 80 000 euros, 60 000 et 20 000 euros. De sanctions pour cette chaîne et également CNews. Et selon les informations de la presse française, la chaîne CNews et C8, qui sont du groupe Bolloré, Vincent Bolloré, ont reçu en 12 ans 44 décisions et sanctions de l'Arcom. Le montant global est faramineux, c'est 7,5 millions d'amendes en raison de polémiques ou de propos et de dérapages. Surtout des propos racistes. On a vu par exemple la réaction du député de gauche, Alexis Corbière, qui avait ouvertement critiqué CNews pour ses tribunes offertes à l'extrême droite. Oui, absolument, et tout le monde le dit, les députés, y compris le Parlement, parce que vous savez qu'il y avait des auditions au niveau de l'Assemblée nationale avant sa dissolution, et tout le monde a constaté qu'effectivement,
notamment la campagne pour les législatives et les européennes, la chaîne CNews est devenue carrément une chaîne qui porte, si vous voulez, la parole de l'extrême droite. On a vu aussi un député de la France Insoumise, Adrien Clouet, qui, face à Pascal Praud est un des journalistes qui fait le plus de la publicité pour l'extrême droite. Il n'accepte pas qu'on dise extrême droite à l'antenne, mais il se permet de dire l'extrême gauche lorsqu'il parle du nouveau Front populaire. Lorsque le député Adrien Clouet dit CNews a mené campagne pour une force politique arrivée 3e aux législatives, c'est-à-dire le Rassemblement national d'extrême droite, Pascal Praud a eu cette réaction assez curieuse. Vous voulez dire que CNews n'a aucune influence, donc ce qui l'intéresse, c'est l'audience, ce n'est pas le contenu. Et donc, on a vu effectivement le rôle des médias, au moins d'une partie des médias, et on a vu comment il y a un déchaînement contre la France Insoumise, contre le nouveau Front populaire, après avoir accusé ce mouvement avant les élections d'être antisémite, parce que le mouvement a critiqué la politique criminelle menée par l'État sioniste à Gaza, il continue de le faire, comme il y a eu quelques jours seulement. Il y a la députée de l'immigration qui a remplacé Maher Habib, elle a critiqué sur le plateau justement de télévision de CNews et de BFM TV, le nouveau Front populaire, l'accusant d'être antisémite. Absolument, c'est devenu classique maintenant. Et on est en train de chercher les poux dans la tête de ce parti. Ce parti a gagné les élections législatives en France. Et on veut un peu le déstabiliser de l'intérieur. Absolument, le diaboliser, le critiquer. Maintenant, on est en train d'ouvrir le débat sur les couleurs ou sur la présentation des personnes d'origine étrangère au sein de ce mouvement, etc. Donc tout est fait pour diaboliser ce parti ou ce courant alors qu'il est arrivé premier. Ouais. Donc ça pose de vrais problèmes d'éthique et de déontologie pour certains médias français parce que vous savez, Salim, on a suivi le débat avant le premier tour de législative et même avant le deuxième tour. On a vu comment on a ramené des experts, entre guillemets, qui se présentent comme des spécialistes du sondage, d'opinion, des journalistes éditorialistes, etc. Comment ils ont tous prévu que l'extrême droite va avoir un raz-de-marée et va gagner les élections législatives. Cela n'a pas eu lieu et donc toutes ces prévisions sont fausses. Ça apprend encore une fois qu'il faut se méfier des sondages, notamment en France. Alors il y a un débat qui est sorti un petit peu sur les plateaux, c'est la diversité dans la nouvelle Assemblée française. On a vu par exemple le sondage qui a été présenté par Morandini et qui est un petit peu analysé par Mediapart et qui a été utilisé un petit peu par les médias proches de l'extrême droite pour diaboliser le nouveau Front populaire. On a vu surtout Rokhaya Diallo, qui est une journaliste, écrivaine française, qui a accusé le nouveau Front populaire de ne pas avoir de diversité de couleurs. Et ça a créé une tension avec un avocat sur le plateau de BFM TV. Oui, mais ça fait partie aussi des entreprises de diabolisation de ce parti. Au sein de la France Insoumise, du nouveau Front populaire, il y a quand même des élus qui sont arrivés, donc on gagne les élections. Ne citer que Rima Hassan, qui est une députée d'origine palestinienne, qui est très critiquée et attaquée aussi par l'extrême droite, y compris par les médias qui sont proches. Il y a une diversité, mais bon, dans l'histoire de la France, le Parlement a toujours été dominé par des Français blancs, entre guillemets, pour ne pas tomber dans les théories racialistes, comme le disait tout à l'heure l'avocat. Mais disons, c'est peut-être une évolution, parce que les personnes d'origine étrangère n'ont pas souvent accès au poste de candidature, bien d'autres refusent de le faire, parce qu'ils pensent que de toute façon, ils ne vont pas réussir. D'autres se plaignent de n'avoir pas été... le nom et prénom demeure un handicap pour avoir un emploi important, y compris dans les sphères politiques en France. Donc c'est tout un débat, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est que la France, aujourd'hui, est dans un dilemme, dans une crise. On l'a déjà prévu dans ce débat, dans cette émission, en parlant que le pays s'achemine vers un blocage. Il n'y a toujours pas de gouvernement. Le Premier ministre actuel qui vient d'être bombardé, président du groupe parlementaire du mouvement Ensemble de président Macron, est toujours le Premier ministre.
La France va bientôt accueillir le monde entier avec les Jeux Olympiques. Plus de 10 000 personnes vont arriver à Paris. Et dans une situation politique très critique. Et donc parfois, une partie des médias inventent des fausses polémiques, des débats insignifiants qui éloignent le débat essentiel sur l'avenir de la Ve République en France, l'avenir du Parlement, l'avenir du pouvoir exagéré selon l'opposition du président actuel. Donc tous ces débats ne sont pas réellement visibles par rapport à des questions qui ne sont pas essentielles aujourd'hui. Alors, il y a un homme politique français qui reste humble et vraiment objectif dans ses réactions. C'est bien sûr l'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, qui a réagi aussitôt sur les plateaux de télévision, très invité sur les plateaux de télévision, où il a toujours son mot à dire. On écoute et on revient au débat. La tradition républicaine. On choisit la force arrivée en tête au soir du scrutin. Ça, c'est la tradition républicaine. Donc le nouveau Front populaire. Oui, on l'aime pas, on voudrait quelque chose d'autre. C'est comme ça. Voilà, il appuie un petit peu le nouveau Front populaire. Il dit la force, démocratiquement, la force qui arrive première, c'est elle qui domine et qui choisit son Premier ministre. C'est une tradition républicaine. C'est une tradition républicaine et démocratique. Démocratique, parfois on oublie que la France est un ancien royaume. Et parfois il y a des réactions au sein des sphères qui prennent la décision. C'est vieux, un ancien royaume. Oui, un ancien royaume. Ils sont à la Ve République, fait ça. Non, je sais que c'est la Ve République dans l'ancien royaume, dans le sens où il y a parfois des réactions qui ressemblent à des monarchies. Et je pense que M. de Villepin, il sait de quoi il parle. Il parle des déclarations du président Macron qui a dit que personne n'a gagné les élections législatives. Or, tout le monde sait que c'est les urnes qui parlent, c'est le nouveau Front populaire. Donner le gouvernement au nouveau Front populaire paraît compliqué pour le président Macron qui a lui-même critiqué ce parti, l'accusant d'antisémitisme. Il n'a pas parlé d'antisémitisme, il a accusé d'être de l'extrême gauche, d'avoir des idées extrémistes, etc. Mais disons, c'est M. de Villepin qui demeure parmi les personnalités sages dans les sphères politiques françaises. Il a été beaucoup critiqué parce qu'il a plaidé pour une solution pour un cessez-le-feu à Gaza, là où il y a toujours un génocide qui est commis sous les yeux du monde entier. Il a été critiqué par sa critique de la politique étrangère de la France, maintenant qui a un peu changé, parce que la France, maintenant, elle a une position plus souple au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment par rapport aux résolutions qui condamnent Israël. Donc, disons, cette parole sage, la France, aujourd'hui, en a besoin. Parce qu'il y a beaucoup de polarisation, il y a beaucoup de crispation, chacun est dans son camp, tout le monde refuse l'autre. Trouver une force médiane, ou si vous voulez, une coalition ou quelque chose qui peut rassembler les points de vue des uns et des autres pour avoir un gouvernement paraît compliqué. Donc, tout ça fait que des paroles comme les rappels faits par Dominique de Villepin sont nécessaires. Évoquer la tradition républicaine parce que le vote est ainsi et que si qu'en sera-t-il, disons peut-être on fait de la politique fiction, ce n'est pas le nouveau Front populaire qui a gagné, c'est le Rassemblement national qui est un parti extrémiste et raciste aussi, a gagné. Est-ce qu'il aurait aussi le gouvernement? Donc, mais c'est ça le vote, parce que ces forces politiques existent au sein de la société française, ces opinions existent. Près de 10 millions de Français ont voté pour le Rassemblement national. Alors justement, ça veut dire qu'il y a un courant qui est favorable aux thèses de l'extrême droite. Justement, Faisal, juste après les résultats du deuxième tour des législatives en France, il y a eu comme une disparition, un effacement de tous les leaders, que ce soit Bardella ou Marine Le Pen, des plateaux de télévision. Les sonores, il y en a quelque part, mais les plateaux de télévision, ils ont totalement disparu. Ils faisaient la une sur TF1, sur BFM, sur LCI et même sur CNews. Aujourd'hui, juste après les résultats, ils ont totalement disparu ou ont été effacés. Oui, parce qu'à un moment donné, on leur a servi la soupe. On avait parlé. Ça prouve qu'il y a une stratégie. Il y avait une stratégie de communication. De mettre en valeur ou d'exposition au départ pour faire tourner l'opinion. Et comme ça n'a pas marché, voilà, on passe à autre chose. Surtout le groupe de Vincent Bolloré. J'ai personnellement lu beaucoup d'articles critiques sur Vincent Bolloré. Ça aurait été peut-être impubliable avant les résultats du deuxième tour des législatives françaises. Des critiques contre la même mise de cet homme d'affaires puissant qui a CNews et qui a C8. On a accusé Bolloré d'avoir essayé de rassembler les républicains et l'extrême droite française. Ça veut dire qu'il est devenu un acteur politique. Et on a même vu, Salim, qu'il y a un retournement
de positions parfois assez étonnantes, hein, parce que vous avez un journaliste qui a toujours défendu les thèses de l'extrême droite, qui s'appelle Pascal Praud. On l'a vu insulter la mère de Jordan Bardella. Il l'a insulté à l'antenne. Il a même insulté Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen en les accusant de prostituées. Comment un journaliste peut se permettre cela? On peut être. Est-ce qu'il y a une orientation justement oui, parce qu'il y a une réorientation sur ce brutale, choix, sur ces déclarations? Il y a une réorientation brutale et vulgaire de la ligne éditoriale de CNews et de C8 contre l'extrême droite. Quand l'extrême droite ne gagne pas les élections, elle devient mauvaise. Bon, il faut assumer ses positions. Parce que CNews, comme l'a rappelé un député de la France Insoumise, a perdu les élections, il faut qu'elle accepte. Il faut qu'il soit de bons perdants. Or, le comportement de Pascal Praud, même d'autres commentateurs et éditorialistes, paraissent de très mauvais perdants. Et donc, ça donne une très mauvaise image aussi du comportement des médias. Parce que maintenant, vous savez, Salim, qu'il y a un grand débat ouvert en France sur l'éthique et l'idéontologie des journalistes, qui n'est pas vraiment exigé par rapport à la carte de presse en France, notamment sur le comportement de Mme Ruth El-Krief de BFM TV par rapport au président Nicolas Sarkozy. Mediapart, vous savez que Mediapart, de M. Edoui Plenel... Elle a été recadrée par Sarkozy. Oui, alors nous, c'est encore pire. Elle a reçu des SMS et elle était en contact avec Mme Bachet, qui est la communicante de Sarkozy, lors de l'affaire d'Akidine, qui a accusé Sarkozy d'avoir reçu de l'argent libyen lors de la campagne électorale de 2007. Et BFM TV s'est mise au service de défendre Sarkozy. Cela s'appelle un grave entrave à la déontologie journalistique et à la... Il faut préciser que Bolloré était l'un des soutiens financiers et médiatiques de Sarkozy lors de son élection. Mais BFM n'appartenait pas à Bolloré à l'époque. Il me semble qu'elle n'appartenait pas. Non, je te parle de Bolloré, c'est-à-dire qu'il était très proche de Sarkozy à l'époque. Oui, Sarkozy, c'est lui qui a ouvert la voie à l'extrême droite. Hein. Il faut le dire, c'est lui qui a ouvert un couloir devant l'extrême droite en parlant de l'identité nationale, en remettant l'immigration sur le devant de la scène, etc. Mais le comportement de Ruth El-Krief, qui est chroniqueuse à BFM TV, je pense qu'elle est passée à LCI, où elle fait donc des leçons aujourd'hui aux autres, notamment à la gauche française. Elle est éditorialiste. Et aussi Marc-Olivier Fogiel, qui est le patron, le directeur de BFM aussi, a écrit, et Mediapart a publié des SMS. Tous les médias français en parlent, Le Monde, Libération, etc. On revient, Faisal, sur justement le changement à BFM TV après cette courte pause de publicité. Alors Faisal, je disais que tout ce brouhaha électoral et politique en France intervient au moment où il y a des grands changements dans les grands médias français. Bien sûr, le changement de propriétaire de BFM TV qui passe de Patrick Drahi à Pascal Saadé. Et il y a également le départ de Yves Bigot de TV5 Monde. Tout ceci intervient justement après les législatives françaises et cette nouvelle composante politique, aussi bien dans les médias, mais aussi sur le paysage politique français. Bien sûr, parce que les médias subissent les foudres. Il y a beaucoup de critiques aussi à l'égard des médias français actuellement. Certains médias français, je veux dire, pas tout le monde. Parce que quand on devient acteur dans la scène politique, quand on essaie d'influencer le cours de l'histoire ou influencer les opinions pour ce qu'ils votent pour un courant politique au détriment d'un autre, on devient un acteur. Et donc, quand on devient un acteur politique, on subit les changements. Et je pense que le chamboulement introduit par les élections législatives, d'abord introduit par la décision du président Macron de dissoudre le Parlement alors qu'il avait la majorité, il a perdu. Dans la sphère politique, cela s'appelle une erreur. Et le fait qu'il y ait un nouveau camp politique... Il a miraculeusement gardé la seconde place. Oui, miraculeusement, oui. Mais, et là, il ne peut pas constituer un gouvernement qui va continuer à appliquer pour les 3 prochaines années ou moins de 3 ans son programme politique. Donc, ces chamboulements ont eu de l'influence. On voit que BFM TV essaie un peu de recadrer, ou si vous voulez, rééquilibrer sa ligne. Parce qu'à un moment donné, cette chaîne a été clairement aussi pro-extrême droite. Tout le monde aura remarqué que les invités, la plupart des invités, c'était l'extrême droite ou la droite. Et lorsque les invités étaient de la gauche, rarement du Parti socialiste, du moins de la
France Insoumise, ils étaient soumis à des véritables interrogatoires qui ne sont pas des questions de journalistes. Maintenant, pour Yves Bigot et TV5 Monde, c'est beaucoup plus stratégique parce que TV5 Monde est une chaîne internationale qui est financée par plusieurs États, Monaco, la principauté de Monaco, le Canada, la Suisse, les pays francophones. Francophones, Bruxelles-Wallonie, la Fédération. Et maintenant, cette chaîne qui a son audience principalement en Afrique, 70 à 80%. En Afrique. En Afrique et au Canada. Au Canada, au Québec surtout. Où elle est très très regardée. Très regardée parce qu'à un moment donné, il y avait TV5 au monde arabe, TV5 Europe, Asie, Afrique. En Europe, elle n'a pas beaucoup d'audience, sauf dans les zones où c'est une zone francophone. C'est une chaîne qui est sous la double tutelle. Elle est présente aussi en Asie. En partie, oui. En Chine, Chine, même en Corée du Sud. En Corée du Sud, oui. En Inde aussi. C'est un peu la seule chaîne internationale francophone à être présente dans le monde. Présente dans cette zone du monde à travers les satellites. Mais disons que cette chaîne, qui est à la tutelle du ministère des Affaires étrangères français et la culture, Yves Bigot, il me semble qu'il voulait ouvrir le capital de la chaîne. Le budget, donc il est soutenu par ces pays, mais parce que c'est une chaîne internationale francophone, autant il s'est dit qu'autant l'ouvrir à des pays comme le Cameroun, comme le Sénégal, le Gabon, le Congo, Brazzaville, mais cela apparemment ne cadre pas avec la politique de ceux qui tracent la ligne de TV5 Monde aujourd'hui, parce que c'est une chaîne qui est aussi supposée parler de tout ce qui se passe en Afrique. Dans 80% des programmes de TV5 sont issus d'Afrique. Et donc c'est pour ça que cette chaîne voudrait garder, si vous voulez, la même mise, ou pas la même mise, disons une certaine présence en Afrique, où maintenant, on l'a déjà dit dans Média Pro Salim, où il y a une forte concurrence des chaînes turques, des chaînes arabes. Al Jazeera a choisi aujourd'hui de diffuser par des langues africaines qui sont aussi très très parlées. La chaîne TRT, la chaîne turque, qui est aussi présente en Afrique. La radio internationale de Chine, RCI, qui est présente sur la bande FM en Afrique. Les chaînes aussi américaines, Voice of America et les chaînes aussi russes, RT aussi, qui a maintenant des bureaux, ou veut avoir des bureaux dans certains pays d'Afrique. Donc l'Afrique est devenue une grande territoire de compétition. Mais ils ont pensé à intégrer le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Congo-Brazzaville, le Cameroun et bien sûr la République. Parce que c'est des pays qui constituent principalement l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et aussi pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de présence et plus de production, avec bien sûr peut-être la volonté d'avoir plus d'Africains aussi à l'antenne de TV5 Monde, dans la mesure où il y a des rachats de TV5 Monde qui finance pratiquement tous les événements culturels et cinématographiques en Afrique. Le FESPACO, les journées cinématographiques de Carthage, mais également tous les événements en Égypte, mais également en Afrique. Oui, c'est une manière aussi de garder, si vous voulez, une certaine présence. Maintenant, pour le contexte interne français, d'ici le 17 juillet, ça veut dire d'ici mercredi prochain, il y aura renouvellement des fréquences. Alors justement, vous me tendez la perche, Faisal, merci. À partir de l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation de l'audiovisuel français, a remise pour 2025, depuis lundi jusqu'au 17 juillet, 24 candidats sont auditionnés par l'ARCOM afin d'obtenir justement des autorisations pour 15 canaux. Bien sûr, il y a des chaînes qui sont déjà existantes et qui renouvellent leur canal, comme BFM TV, LCI, W9, mais aussi CNews, et des nouveaux postulants, Rails TV, projet du milliardaire tchèque Daniel Kistinki, et puis Ouest France TV. Alors, aujourd'hui, la TNT française veut revoir un petit peu sa stratégie audiovisuelle. Oui, absolument, et surtout dans le collimateur de l'ARCOM, parce que l'ARCOM, vous savez qu'elle a beaucoup sanctionné la chaîne, comme on a eu CNews et C8. Il y a eu 2 sanctions en 2017, une en 2019, 5 en 2023, et pour l'instant 3 en 2024. C'est l'ARCOM. C8 appartient au groupe Canal+, de Bolloré, bien Bolloré. L'ARCOM a parlé de CNews, donc c'est une chaîne... Pour préciser, C8, c'est beaucoup plus l'émission de Cyril Hanouna. Oui, Cyril Hanouna lui-même... Qui est sévèrement sanctionné aussi. Sanctionné pour ses nombreux dérapages. Dérapages sur les plateaux, sur le racisme, sur l'anti-islamisme, etc. Oui, il a fait des thématiques très, très xénophobes sur
sur le voile, sur les musulmans, etc. Donc, ce qui a été intéressant ces derniers temps, Salim, c'est que Cyril Hanouna, dans une émission, il avait dit si la LFI, la France Insoumise, gagne, moi je pars. Il n'est pas parti. Et il n'est pas parti. Quelqu'un a ouvert une cagnotte sur Twitter qui est arrivé jusqu'à hier à 3 000 euros pour lui permettre d'acheter un billet. Un billet et quitter la France. Voilà comment un journaliste ou un commentateur ou un éditorial, je ne sais pas comment le qualifier, dérive. Ce qu'on appelle une dérive. La France Insoumise, il se trouve qu'elle a des électeurs. Il se trouve qu'elle a des partisans. Et vous, comme journaliste, vous-même, vous êtes journaliste, Salim, on est censé avoir une certaine neutralité, on se souvient qu'il avait insulté un député de France Insoumise qui était ex-chroniqueur de son émission sur le plateau, parce qu'il a critiqué Bolloré en direct. C'est pour ça que CNews et C8 sont actuellement dans les co-animateurs de l'ARCOM, parce qu'il y a même des questionnements. J'ai vu qu'il y a des questionnements dans la presse française. Est-ce que les fréquences de CNews et C8 vont être renouvelées? Seront être renouvelées. Parce que la TALM était dans certains... Est-ce qu'elles peuvent être justement annulées? Je pense que l'ARCOM peut... Il n'y a pas le pouvoir de l'argent qui impose justement d'avoir une fréquence? Non, l'ARCOM est une autorité indépendante. Très indépendante. D'ailleurs, elle a été critiquée. Choisie par le président, oui, si vous avez remarqué durant la campagne électorale, l'ARCOM a été critiqué beaucoup par l'opposition pour ses silences sur les silences répétés, oui. Et quand on arrive à une amende de 7,5 millions d'euros, c'est jamais vu dans l'histoire de la télévision française. Et donc l'ARCOM sera à un moment donné obligé soit de ne pas renouveler la fréquence, soit de renouveler la fréquence avec des conditions, d'autant plus que l'autre cible qui est derrière, c'est celle de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré a choisi d'être un acteur politique, donc il doit s'attendre à ce qu'il y ait Dommage pour Canal+, Faisal, parce que Canal+, il faut le préciser, a été créé en 84, juste après la montée du PS de François Mitterrand au pouvoir. Il avait autorisé cette chaîne qui était créée par André Rousselet, qui était le conseiller personnel de François Mitterrand et qui était une chaîne vraiment de gauche qui a permis un petit peu à toutes les diversités culturelles et même un petit peu existence en France de s'exprimer sur les plateaux. On va clore ce dossier sur l'audiovisuel français et passer à un événement planétaire qui est très suivi. Bien sûr, c'est le duel Biden-Trump. Avant de commencer le débat, on regarde cette émission sur deux lapsus prononcés par le candidat démocrate Joe Biden et on revient au débat. Aux États-Unis et ailleurs dans le monde d'ailleurs, les faits et gestes de Joe Biden sont scrutés. À l'approche des élections, certains doutent de ses capacités. Il faut dire qu'il multiplie les bourdes. C'était le cas hier encore, comme on va le voir avec Mathieu Van Winkel et Julie Rans. Le président américain face à la presse internationale. Joe Biden conclut le sommet de l'OTAN à Washington. Vu les doutes qui se multiplient sur ses capacités mentales, chaque mot est surveillé. Et au moment de donner la parole au président ukrainien, Joe Biden va commettre l'irréparable. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Confondre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Le président ukrainien va s'en sortir avec un sourire. Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Mais Joe Biden va faire une deuxième erreur. Le président est invité à faire un commentaire sur sa vice-présidente Kamala Harris. Il va là aussi se tromper de nom. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be president. Des bourdes qui ne font plus rire personne chez les démocrates. Ces sénateurs ont demandé une entrevue avec l'équipe du président Biden. Certains sont très inquiets. My main concern is the health and well-being of the president, okay? And I think he'll make the right decision. And that's the only decision, the right decision is what's right for him. He's going to make that decision. It's right for the country, then we'll make a decision from there. I think if things stay as they are, it's likely that Donald Trump will win the election and we'll lose the Senate and we'll lose the House. Et les appels contre la candidature de Joe Biden se multiplient. L'acteur George Clooney demande un nouveau candidat à la Maison-Blanche. Il est jusqu'à présent un des plus gros soutiens financiers du président. Les démocrates vont devoir faire un choix et l'assumer. L'élection est dans 4 mois.
Voilà, c'était les sorties un petit peu hasardeuses du candidat Joe Biden, candidat démocrate, et qui a fait un petit peu les choux gras de tous les médias, surtout les médias américains, mais également les médias internationaux, et ça fait chuter sa cote un petit peu pour ces prochaines élections présidentielles américaines. Oui, moi, personnellement, je pense que Biden a perdu les élections. Il y a de fortes chances que Donald Trump, qui est lui-même poursuivi par la justice américaine pour la falsification de documents comptables et d'autres affaires, notamment l'affaire Stormy Daniels, a des chances, surtout qu'il vient d'échapper à un attentat et qu'il est apparu comme un grand héros américain. On reviendra sur l'attentat, oui, et donc Biden, il faut dire que les médias américains ont été un peu complices des comportements du président Biden, parce que Biden divague depuis un certain temps et se trompe sur les personnes. On l'a vu Mais les médias, c'est normal, c'est leur rôle de scruter un petit peu toutes les erreurs et les lapsus du candidat. Les médias n'en ont pas parlé. C'est pas qu'ils n'ont pas mis en valeur cela. Pendant un certain moment, il faut dire que Biden était un des grands soutiens, pour ne pas dire le plus grand soutien en tant que président des États-Unis, d'Israël et de ses crimes à Gaza, et que ceux qui détiennent une partie des médias américains, pour ne pas dire une grande partie des médias américains, soutiennent également la politique d'Israël. Et donc il ne fallait pas montrer les erreurs ou les faiblesses du président Biden. Et tout le monde a vu que Biden a du mal à descendre l'avion. Tout le monde a vu que Biden, lors du sommet du G7 en Italie, alors que tous les présidents étaient réunis pour la photo, y compris notre président Abdelmajid Tebboune au nom de l'Algérie, le président Biden est parti ailleurs. Donc il fallait que Mme Meloni le rappelle pour retrouver le groupe. M. Biden a dit dans une déclaration, et on a vu comment il a confondu le président Zelensky d'Ukraine et le président Poutine de Russie. Ce qui a fait sourire Poutine. C'est une erreur monumentale. De la part du président. Justement, il y a une réaction. Il y a une réaction de Macron sur ce lapsus qui a été repris par toutes les télévisions de la planète. On regarde la réaction du président français Macron. Thank you very much. Just minutes ago, at the Ukraine Compact event, President Joe Biden appeared to introduce Zelensky as President Putin. What impressions have you had of President Biden this week at the summit, at the dinner in the White House, and to what extent do you think the political circus surrounding the US president has distracted from the message of unity and strength that the alliance has sought to project this week? Thank you. Je m'abstiendrai de faire tout commentaire de politique intérieure américaine. Il nous arrive à tous de faire des lapsus. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera sans doute demain. Je vous demanderai la même indulgence qu'il faut avoir entre personnes bienveillantes. Maintenant, Voilà, c'était une réaction gênante de Macron sur le lapsus de Biden. Mais quand même, il a un petit peu justifié son erreur. Et évidemment, il a dit qu'il faut rester entre des personnes... Il n'y a pas eu de réaction officielle de Poutine, du président russe Poutine, mais il y a eu beaucoup de vidéos virales, un petit peu des montages vidéo sur la réaction de Biden sur lapsus. Oui, Poutine. C'est vrai. Bon, le président Macron répond d'une manière diplomatique, c'est normal parce qu'il s'agit d'un chef d'État. Et donc la réponse ne peut être que de cette manière. Mais disons que, effectivement, les capacités mentales du président Biden, sans bien sûr son insulter, sans mettre en cause son intégrité physique, pose effectivement un problème aux États-Unis. On a vu même un journal comme New York Times faire un éditorial. C'est assez rare de demander au président Biden de quitter le pouvoir. Il y a même des lobbyistes et des financiers, parce que le Parti démocrate est financé aussi par des puissances d'argent. L'information du New York Times a été reprise par toutes les agences du monde. Oui, parce que c'est un journal important, c'est un journal qui est lié à des lobbies très puissants à New York. Proche des démocrates. Et des démocrates aussi. Donc ça traduit un débat interne, parce que ce débat n'était pas visible. Mais depuis un certain temps, il devient visible, surtout que le face-à-face ou le débat ou le duel entre le président Biden et Trump a été une catastrophe pour le président Biden. Autant on a vu un Trump puissant, élevant la voix, déterminé, sûr de lui-même, qui a très très bien préparé son débat et son face-à-face avec
le président Biden. Autant on a vu Biden naviguer à vue, avoir des difficultés de répondre, etc., alors qu'il avait un bilan à défendre. Et depuis le 27 juin, donc il y a effectivement des financiers, parce qu'il faut noter que l'argent est déterminant dans les élections présidentielles américaines. Ça n'apparaît pas beaucoup, mais l'argent est bien présent. Il demande à remplacer un candidat, mais c'est une catastrophe de remplacer un candidat à moins de 4 mois des élections. Même les stars de Hollywood et George Clooney en tête appelé à changer de candidat. Oui, mais c'est un peu trop tard. Est-ce que Kamala Harris va être présentée? Je ne pense pas, parce que les États-Unis est un pays qui n'est pas encore prêt, pour plusieurs raisons historiques, pour voter pour une femme, surtout si elle est d'origine étrangère ou noire. Et donc, remplacé par qui? Et est-ce que le candidat va pouvoir rattraper le retard de Trump, qui a apparemment beaucoup de longueur d'avance sur le Biden? Alors, longueur d'avance, c'est surtout après l'incident ou la tentative, justement, d'assassinat qui qu'a vécu Trump hier lors d'un meeting en Pennsylvanie. On regarde ce décryptage de la chaîne française France Télévisions et on revient au débat. Donald Trump touché par balle à l'oreille. Il est immédiatement évacué, entouré par ces 6 hommes et femmes en noir, pour certains visages dissimulés derrière des lunettes de soleil. Ce sont des membres du Secret Service, l'agence fédérale chargée de la sécurité des personnalités politiques aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont sous le feu des critiques. Comment ont-ils pu laisser un homme armé d'un fusil tirer sur un candidat à la présidentielle? Sur cette vidéo pourtant, le meeting paraît sécurisé. Ces 2 snipers du Secret Service sont positionnés à droite du pupitre du candidat. Ce sont eux qui abattront le tireur inerte sur ce toit, mais bien trop tard. Des témoins assurent l'avoir vu en amont et avoir tenté sans succès d'alerter la police. J'ai vu l'homme se déplacer d'un toit à l'autre. Et je l'ai dit à un policier. On pouvait clairement le voir avec un fusil. Nous le montrons du doigt, la police est en bas. On est là et on dit « Hey les gars, il y a quelqu'un sur le toit avec un fusil !» Et là, la police est là. « Ah ok, d'accord, mais ils n'ont rien fait. » Pourquoi la police n'a-t-elle pas agi? La scène était-elle suffisamment sécurisée? Il semble que le tireur s'était posté en dehors du périmètre de sécurité établi pour l'événement. Voilà, c'était un décryptage à part de France Télévisions ou France 2 sur la tentative d'assassinat du candidat Trump. Cette image et surtout cet incident a augmenté ou propulsé Trump dans les sondages. Oui, ben effectivement, on a vu Trump avec un visage avec des traits de sang sur le visage et la main. Et le drapeau derrière. Le drapeau derrière, ça fait la une de toute. Ça ressemble à un exercice de communication. C'est excellent pour la communication de Trump. C'est excellent. Est-ce que c'est du Bambini ou est-ce que c'est quelque chose qui doutez la préfabrication qui ne relève pas de... Je ne sais pas, c'est des questionnements, y compris par la presse américaine, qui se pose aussi ces questions, parce que c'est quand même bizarre qu'un candidat, un ancien président, Trump est un ancien président qui a toujours la sécurité, parce qu'aux États-Unis, même après avoir été un ancien président, est toujours protégé. Comment un candidat pour une prochaine élection peut être touché avec cette facilité, parce que la balle, si elle a traversé le crâne, et le président Trump serait mort. Donc c'est des questions qui sont posées. On a vu comment des témoins se sont posés, pourquoi la police n'a pas agi. Ça nous rappelle le film JFK, Salim, les questionnements sur la balle qui a tué le président Kennedy. Mais disons, je pense que cet épisode, bien sûr, personne ne veut de la violence, et le président Biden a une attitude, je pense, honorable en condamnant l'acte, parce qu'on ne peut pas accepter de la violence, même si on n'est pas d'accord avec les hommes politiques ou avec leur opinion, etc. Cet épisode va beaucoup servir Trump dans le futur, puisqu'il a été salué partout, y compris dans le monde. Y compris par Biden, qui a présenté des messages de soutien. Absolument, parce que c'est une tentative d'assassinat. Bon, on peut poser sur les questions, pourquoi, etc., le comment, la sécurité d'un candidat, etc. C'est des débats qui existent actuellement. Et toutes les pistes sont ouvertes, parce qu'on ne peut rien fermer. Mais disons
que c'est un exercice qui servira électoralement président Trump pour le futur. Maintenant, il apparaît comme un héros national, et les Américains adorent les héros nationaux, et adorent les Superman, et quelqu'un qui vient de très très loin et qui a toujours la force, puisqu'il a laissé un peu de son sang pour l'Amérique. Ça parle à l'Amérique. Il y a une image très forte justement de Trump. Il sait faire de la communication. Il a même été acteur dans des films. Hein, donc, à un moment donné, un acteur raté, ma papa. Un acteur raté. Mais bon, il est ressorti avec le visage ensanglanté et avec la main, il a hurlé et relancer un petit peu la foule. Hein. Oui, il considère, lui, parce qu'il est dans un délire. Le rôle des photographes dans cette scène, il est immense. Hein. Oui, absolument, parce que Trump est un homme d'affaires, il est un homme d'affaires qui connaît très très bien la communication et qui a des communicants très très puissants, des agences qui ont de la présence dans le monde entier, qui savent, ils connaissent très très bien leur travail. Trump, dans son esprit, il est dans un terrain de guerre, parce que le terme fight, ça veut dire combat, et il considère que c'est un combat, et qu'ils vont arracher la victoire, quoi qu'il en coûte, et que cette victoire est maintenant presque sûre, parce qu'avec ce qui s'est passé, à moins d'un sursaut de dignité ou un miracle, je pense que le président Trump a déjà gagné les élections aux États-Unis. Tu anticipes trop, Faisal. J'anticipe, mais je pense que oui. Parce que Biden... Il a une avancée importante, elle est très importante, parce que d'autant plus avancée en communication, mais ça ne veut rien dire. Oui, il faut respecter le choix des urnes. Hein. Oui, évidemment, on ne vote pas à la place des Américains, mais on se dit, mais ça existe aussi dans la presse américaine aujourd'hui. De toute façon, les lapsus, et cette affaire va un petit peu... Non, même il faut noter avant de terminer cette donne une avance considérable au candidat. Et la position de Joe Biden par rapport à Israël et par rapport à Gaza, son refus de condamner le cessez-le-feu, son refus de parler de génocide commis par les civils palestiniens, son refus, sa manière de piétiner le droit international lorsqu'il s'agit de défendre le peuple palestinien, vont être contre lui. Parce que la communauté arabe et musulmane aux États-Unis, je pense qu'elle votera Trump, même à contre-cœur. Merci Faisal Mataoui, merci mesdames et messieurs. Cette émission est à présent terminée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro, un nouveau décryptage. Restez branchés sur Al24 News.